passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui devient parfois aussi une distance connectée. À quoi tient une révolution ? À quoi tient la réussite d'une révolution ? Qu'est-ce qui déclenche la nécessité de quitter le pays qui nous a vu naître ? Qu'est-ce qui fait qu'on y reste malgré la répression ? Dans quelle géographie se vit la famille lorsque l'on est contraint à l'exil ? Lorsque les vies sont éclatées entre plusieurs pays ? Comment on se construit avec les langues et les cultures qu'on traverse ? Gurshad Chahimad fait un théâtre de l'intime, où la matière pétrie au plateau part souvent de récits personnels ou récoltés. Ces questions habitent toujours les objets documentaires autofictionnels qu'il propose au public. Gurshad Chahimad est mon invité aujourd'hui, malgré la distance qui nous sépare et ses aléas techniques. Gurshad Chahimad, merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre, dans cette rencontre à distance, puisque vous êtes à Bordeaux où vous jouez actuellement. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez peut-être décrire où vous êtes, l'endroit que vous avez choisi pour cet entretien ? Merci pour l'invitation déjà, Zineb. Je suis à l'hôtel Campanile, voilà, sans faire de pub. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Les après-midi, je répète sur un projet avec Catherine Marnas. C'est une commande d'écriture, donc elle m'a demandé de réécrire le récit pour elle. Et le soir, et pour Nuno Cardoso, qui est le directeur du Théâtre National à Porto. Et le soir, le soir, je joue Les Forteresses. Et voilà, et le matin, je fais l'interview avec vous. Alors, vous êtes comédien, donc, formé à l'ERAC, l'École nationale de théâtre à Cannes, mais vous êtes surtout auteur et metteur en scène. D'où vous vient ce talent de raconteur d'histoire et qu'est-ce qui vous a décidé à en faire votre métier aussi ? Voilà, en fait, quand tu es acteur, tu es toujours souvent soumis au désir des autres. Et donc, moi, quand je suis sorti d'école, j'ai eu la chance de travailler beaucoup tout de suite pendant 2 3 ans. Et puis après, il y a eu un moment où le téléphone sonnait pas trop. Et c'est pendant ces moments-là où j'ai décidé de faire mes propres choses, plutôt que d'attendre. Et voilà, j'écrivais, j'ai écrit une première pièce dont je n'ai rien fait. Je faisais des mises en scène avec ma bande d'amis. Et voilà, mais après, l'idée de mettre en scène mes propres textes, c'est venu sur une proposition de Sabrina Waldman pour la première édition du festival ZOA à Paris, qui est un festival de performance. C'était la toute première édition en 2012 et c'est elle qui m'a proposé une carte blanche, de faire quelque chose dans ce cadre-là. Et c'est là où j'ai écrit Touch Me, qui est maintenant devenu le premier volet de Purama Purama. Donc, c'est une chose que je pensais ne faire qu'une seule fois, un one shot pour cet événement, quelque chose d'éphémère. Et puis finalement, je le joue encore aujourd'hui. Voilà, ça va faire 10 ans en 2022, quoi. Voilà, j'y suis venu un peu comme ça. Eh bien, il faut d'abord aussi préciser que vous êtes franco-iranien. Peut-être que ça peut aussi donner des pistes de compréhension. Et que vous êtes arrivé en France avec votre mère et votre sœur à l'âge de 10 ans, dans les années 90, en quittant l'Iran. Absolument. Quel est votre souvenir fondateur de cette période-là ? De mon arrivée ou du départ? Ah bah, c'est vrai que je vous laisse choisir. Peut-être qu'il y en a 2 du coup. Il y a plusieurs choses en fait, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en France, je j'étais dans la voiture, c'est mon oncle qui est venu nous chercher. Enfin, tout ça, je le raconte dans Pourama et j'y reviens aussi dans Les Forteresses, le spectacle qu'on joue en ce moment, parce que tout ça est un peu autofictionnel, donc
et c'est vrai que c'est arrivé en France, ça fait partie des mythes fondateurs réellement de parce que je voulais absolument pas repartir. Quand je suis arrivé en fait, ma mère ne nous avait pas dit qu'on allait rester ici, elle m'avait dit qu'on partait en vacances et moi j'étais à l'arrière, sur le siège arrière de la voiture de mon oncle qui est venu nous chercher à Orly. Et c'est dans le trajet où ma mère a commencé à se renseigner enfin, c'est surtout mon oncle qui a commencé à dire, comment ça serait en fait, les démarches pour obtenir des papiers et cetera et il me disait que ce serait compliqué et j'étais sur le siège arrière et d'un coup, j'ai compris en fait qu'on allait peut-être pas repartir et là, je me disais: mon Dieu, faites qu'on reste en fait, que ce soit possible». C'est, oui, c'est quelque chose même alors que je parlais pas français et cetera, mais je voulais pas voilà, je voulais absolument qu'on puisse, rester ici et ce souvenir-là, c'est voilà, mon premier souvenir de la France, c'est moi sur le siège arrière et en découvrant qu'on va essayer de rester ici et je me disais: mon Dieu, pourvu que ça se fasse, en fait». Alors pour continuer à remonter dans le fil de votre parcours, on va écouter le premier extrait. از 3 سالگی روی صحنه بودم و تا الان هنوز روی صحنه‌ام. بازیگریمو بعد از انقلاب دیگه دنبال نکردم. بعد از انقلاب حتی اجازه خوندن نداشتم چون هیچ زنی اجازه خوندن نداشت. هنوزم ندارم. 21 سال تو ایران موندم و در واقع حبس بودم. با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت هجرت توج صدامو از فراز شاخه آویخت. من بعد از 21 سال که اجازه خوندن نداشتم در اولین کنسرتم در کانادا اولین ترانه‌ای که اجرا کردم هجرت و فکر میکنم خیلی وصف الحال خیلی از آدما باشه. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Est-ce que vous pouvez nous traduire ce qu'elle dit? Oui, absolument, c'est Gougouche, c'est l'idole, c'est mon idole absolue, c'est la grande diva iranienne. Ce qu'elle dit, qu'à la Révolution, elle a cessé de chanter, alors que c'était, vraiment, c'était, une star internationale même. Elle avait déjà fait, genre le festival de San Remo, en Italie et puis, c'était aussi l'idole de ma mère parce que moi j'étais pas né, moi je suis né à la Révolution et ce qu'elle dit dans l'interview, c'est qu'après la Révolution, elle n'a plus chanté, elle n'a pas eu le droit parce que les femmes ne sont pas autorisées à chanter et du coup, il y a une espèce de départ massif de tous les artistes, les musiciens, les chanteurs, les actrices, les acteurs, enfin tout le monde a migré vers, beaucoup vers les États-Unis, donc à Los Angeles et Gougouche est restée. Elle est restée, elle ne dit pas exactement pourquoi, mais elle a décidé de ne pas partir et pendant 21 ans, elle n'a pas chanté du tout. Elle avait signé un papier comme quoi elle s'engageait à ne plus chanter, ne plus jouer, ne plus apparaître à l'image et après 21 ans, elle est partie elle aussi et le premier concert qu'elle a fait, c'était à Toronto et très peu de temps après, elle est venue à Paris, au Zénith et je suis allé la voir avec mes parents à ce concert-là et c'était incroyable parce qu'en fait, toutes ces chansons qui parlent, elle avait vraiment les meilleures paroliers, enfin toutes ces chansons sont vraiment des poèmes et toutes ces chansons d'amour qui parlent de séparation, de retrouvailles et d'un coup, ça prenait un sens tellement fort. Tellement fort. Elle a une chanson qui s'appelle le désert, où elle dit elle est un désert et elle attend qu'il pleuve pour reprendre vie. Enfin, tout ça, après 21 années de silence, tout prenait un sens extrêmement fort et ouais, c'était un souvenir très fort. Elle disait la première chanson qu'elle a chantée en arrivant au Canada quand elle est remontée pour la première fois sur scène après 21 années, c'était Hajrat, qui veut dire le départ, justement. Absolument. Oui, c'est le départ, mais au sens fort, c'est un départ définitif et je l'attends. C'est la migration, oui et cette chanson-là, elle est dans Pour Ama. C'est ma première pièce, enfin, elle est vraiment au centre du spectacle et qui parle de les premières paroles, c'est: «Quand nos mains se sont disjointes, quelque chose s'est effondré dans mon corps»
et voilà, c'est oui, évidemment, j'ai une espèce de vénération absolue pour Google et surtout pour son travail d'avant la révolution. Alors justement, on va parler de votre travail. Vous avez à votre actif aujourd'hui 3 grandes pièces, dont vous signez à la fois le texte et la mise en scène, des pièces qui vous ont fait connaître du grand public en tout cas. En 2015, vous avez présenté, on parlait là à l'instant, Pour Ama, qui était un récit très intime qui raconte vos premières années d'exil en France. Et puis après ce travail, vous avez eu besoin de raconter d'autres histoires, celles d'autres exilés, et vous avez voyagé entre Beyrouth et Athènes pour les récolter. Et cela a donné Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète, que vous avez créé en 2018 au Festival d'Avignon. Et puis en 2021, vous renouez avec votre histoire personnelle, mais cette fois-ci, vous n'êtes plus le personnage principal du récit, mais vous devenez un personnage secondaire mais complice de 3 récits que vous entremêlez avec poésie et grande pudeur dans votre création Les Forteresses, que vous avez récemment présenté au Centre Pompidou à Paris, que vous êtes donc en train de jouer à Bordeaux. Quelle est la genèse de ce projet et qui sont justement ces 3 personnages? Alors la genèse, bah, en fait, tous ces spectacles sont imbriqués et intimement liés aussi dans les thématiques, dans mes préoccupations, dans mes obsessions, mais aussi dans leur genèse. Donc, par exemple, Les Forteresses, c'est quand je présentais Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète à Avignon et que ma mère est venue de Lille, parce que ma mère habite à Lille, voir le spectacle et il se trouve que ma tante d'Allemagne, elle a une sœur qui vit en Allemagne, l'a rejointe et puis ma tante qui vit en Iran aussi a décidé de venir cet été-là en France. Enfin, c'était pas pour voir juste le spectacle, hein, mais elle avait décidé de venir. Ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas venue en France et surtout ça faisait 11 ans qu'elles n'avaient pas été réunies toutes les trois. Elles sont venues voir la pièce et moi j'étais là avec Julie Kretschmar qui produit tous mes spectacles et on passait beaucoup de temps ensemble et puis en fait à les voir, à entendre leurs récits, etc. Julie elle me dit mais Gurchat, ça c'est ton prochain spectacle et moi je me dis mais c'est impossible en fait, c'est impossible à mettre sur pied, c'est impossible à réaliser. J'ai une tante qui vit en Iran, l'autre qui vit en Allemagne, enfin et elles ont toutes trois leur vie, enfin comment on va faire quoi et Julie elle a dit mais moi je m'engage à faire en sorte que tout soit possible, je m'occupe des visas, etc. et enfin surtout du visa de ma tante qui est en Iran mais voilà et à partir du moment, enfin moi j'aurais pas osé aller voir un producteur en lui proposant un truc aussi compliqué à mettre en place. Et après en plus on a eu le Covid, les fermetures des frontières, etc. Ça a été extrêmement difficile à monter ce projet, mais je suis très heureux de l'avoir fait. Il y a une filiation directe avec tout ce que je développe dans Pourama parce que ma mère et ses sœurs, donc ma mère et mes tantes apparaissent dans Pourama comme des personnages périphériques autour de mon récit. Et là, c'est moi qui suis l'oreille qui écoute leurs histoires à elles. Du coup, on traverse l'Iran d'avant la Révolution parce elles avaient entre 18 et 20, enfin 17 et 20, 21 ans, genre, pendant la Révolution, parce qu'elles ont très peu d'écart d'âge. Donc elles vivent ça, cette espèce de moment d'euphorie et d'engouement, d'espoir. Et puis après, il y a l'instauration de la République islamique, et puis après, il y a les 8 ans de guerre. Entre-temps, dans leur vie personnelle, il y a les mariages, les naissances, et puis après les divorces, les départs, et toute la pièce s'articule aussi à quel moment tu décides de partir, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas, comment tu choisis le pays où tu arrives, qu'est-ce qui fait que tu restes. Voilà, je déroule comme ça 3 fois 60 ans de vie, donc ça fait 180 années de vie en 3 heures, donc finalement c'est assez condensé. Justement, dans ce texte, Les Forteresses, vous déroulez le récit de 3 destins de femmes nées au début des années 60 dans l'Azerbaïdjan iranien, 3 sœurs élevées à gauche de la gauche, qui ont vécu la révolution de 79, qui ont traversé 8 années de guerre, qui ont subi des violences réelles et symboliques lors de leur vie éclatée entre l'Iran, la France et l'Allemagne pour celles qui ont fait le choix de l'exil. Comment vous avez travaillé une fois leur récit récolté pour entrelacer toutes les anecdotes qui à la fois donnent à comprendre leurs 3 histoires de vie, mais aussi en creux donnent à comprendre la grande histoire de l'Iran et de l'Europe de ces années-là? En fait, j'ai procédé de la même manière pour les 3, c'est-à-dire que je les ai invitées chacune 3 jours chez moi, où on a passé 3 jours ensemble vraiment et j'enregistrais, enfin il y avait les périodes où on mangeait, on sortait et puis il y avait les périodes où on se mettait à table et je sortais le dictaphone et je les enregistrais et après on s'est retrouvés tous les 4, on s'est rejoints tous les 4 dans une maison au bord de la mer, prêtée, qui est aussi un lieu de résidence du Théâtre des Tanneurs à Bruxelles. Donc voilà,
On a été accueillis là. En hiver, au bord de la mer du Nord, il faisait très froid, il pleuvait beaucoup, donc on était beaucoup autour de la cheminée à discuter jusqu'à tard dans la nuit. Et moi, j'enregistrais les voix. Et après, donc il y a eu tout le temps du dérochage. Et ce que je fais toujours, c'est parce que je travaille beaucoup à partir de récits réels, c'est de venir sélectionner dans chaque récit un moment emblématique d'une période, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur les 3 heures, on a un seul récit de guerre, alors que les 3 femmes ont vécu les 8 ans de guerre en Iran et qu'elles ont beaucoup d'histoires liées à ça. Et du coup, je vais aller chercher l'histoire qui est la plus forte, la plus intense et peut-être la plus emblématique. Et après, par exemple, ça, c'est beaucoup ma tante Ominaz voilà, il y a l'anecdote qui se rapporte à la guerre, je l'ai choisie dans la vie de ma tante Ominaz. Après, il y a un moment où on décrit la révolution et je prends ça dans le récit de ma mère, Jayran, parce que c'est le moment où elle a vécu en live la prise d'Evin, qui était la prison politique du Shah. Et du coup, ce moment-là, dans la révolution, est un moment clé. Et voilà, comme ça, on avance de moment clé à moment clé, d'instant clé à instant clé de la vie de chacune. Et voilà, et comme ça, je tisse, on avance dans le temps comme ça, à travers des histoires fortes. Du coup, c'est pas du tout exhaustif, c'est absolument subjectif. Et le récit est lacunaire, et je pense que c'est aussi ça qui fait la puissance du récit, parce que c'est dans les trous et dans les moments d'absence ou les non-dits que le spectateur français vraiment peut se glisser et du coup reconstruire les pièces manquantes du puzzle. Et c'est en ça que je pense que l'identification, la projection fonctionne, et c'est ça qui fait que on se sent très proche de ce qu'on entend. Je n'ai jamais compté dans cette famille. C'est comme si je n'existais pas. La seule personne qui me connaissait, qui me voyait, c'était ma grand-mère, Ramama. Pour tous les autres, j'étais invisible. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait demandé une seule fois « Shadi, comment tu vas ?» ou « Shadi, où es-tu ?» Shadi n'existait pas. Mes sœurs avaient de l'attention, de mes oncles, de mes tantes. La famille les prenait en considération. Moi, non. J'ai eu une enfance effacée, absente au monde. Qu'est-ce que tu veux que je raconte de ce passé-là ? À part le vide, je n'ai rien à en dire. C'est la vérité. Plus tard, quand j'ai grandi, je ne savais pas que j'étais jolie ou mignonne. Je ne savais rien de moi-même. Je ne me détestais pas non plus. Je faisais beaucoup d'efforts pour sortir un peu du lot. Trouver un vêtement qui soit unique, par exemple. Me distinguer de mes sœurs. Trouver quelque chose qui soit hors de leur imaginaire. Depuis toujours, j'ai essayé de me faire une place, de monter ne serait-ce qu'une marche, de m'incruster de force dans le paysage. Mais tout ce que j'entendais autour de moi, c'était « Tu ne seras jamais rien, jamais rien ». Toute ma vie, je n'ai entendu que ça. C'est un extrait de votre texte Les Forteresses, un passage avec votre tante Shadi. Dans ce texte, il y a toujours une adresse. Les 3 monologues s'adressent d'abord à vous, avant de résonner chez le public. Vous êtes sur scène, attentif, et vous recevez les paroles de ces femmes-là. Elles n'auraient pas pu partager ces histoires avec quelqu'un d'autre, vous pensez ? C'était important pour vous aussi de garder l'adresse dans l'adaptation ? Déjà, merci beaucoup pour cet extrait-là, qui était vraiment merveilleusement bien lu, et le choix de la musique et tout, ça m'a j'étais touché de le réentendre comme ça et un peu surpris, parce que il faut le dire aussi qu'on n'a pas checké les extraits ensemble, et du coup, je les découvre là. Je ne sais pas si elles auraient pu le raconter à quelqu'un d'autre. En fait, la question, c'est comment partager ces histoires-là avec le plus grand nombre et dans une forme théâtrale. Du coup, c'est pas du tout la même chose que de lire un livre ou d'aller voir une pièce, parce que du coup, on a une foule en face et la question de l'adresse se pose. C'est-à-dire que pour moi, ces récits-là, qui sont très intimes et très personnels, c'est très difficile, je pense, de les adresser dans une adresse classique théâtrale, parce que ça enlève un peu le côté intimiste. D'un coup, ça devient proféré. Sur scène, tu profères la parole. Et tous ces récits-là ne résisteraient pas à la profération. En tout cas, parce qu'il y a quelque chose d'artificiel dans la manière de prendre en charge le texte sur un plateau de théâtre. Et toute ma recherche, justement, c'est
de rendre ça de ramener ça au plus proche des spectateurs et des auditeurs et de les rendre le plus palpable possible et bizarrement, en s'adressant à moi et ça c'est comment je dirais? Ça me permet de rester dans cette espèce de cercle très intime. C'est comme si le spectateur ou les spectatrices et les enfin, nos invités qui sont dans la salle surprenaient presque par hasard ces histoires-là. Et dans le traitement aussi, c'est important, c'est-à-dire que comme, il y a 2 de mes tantes qui parlent pas du tout français et c'est leur texte est pris en charge par, enfin les 3 textes sont pris en charge par 3 actrices, Mila Cavani, Gilda Charvelli et Shadina Farr qui portent chacune la voix d'une des femmes et donc elles sont au micro et il y a toute la musique électroacoustique de Lucien Gaudion qui vient soutenir les voix et vraiment c'est comme si, on parlait à l'oreille de chaque personne qui est présente dans la salle et le fait que tous les récits me soient adressés, ça nous permet d'éviter tout un tas de rapports protocolaires ou de rapports de bienséance avec des personnes étrangères. Voilà, du coup, ça comme si on était, ils étaient vraiment invités chez nous et à partager notre intimité, en fait. Sans avec toute la pudeur, hein, sans que ce soit indécent, évidemment. Justement, parmi les choix de mise en scène que vous avez opérés, pour ce spectacle, il y a d'abord une scénographie particulière dans laquelle vous invitez justement une partie du public à s'installer. Je vous laisserai peut-être nous raconter ce dispositif et puis vous avez aussi fait le choix de réunir sur scène, pour habiter cette scénographie, les 3 femmes de votre famille, votre mère et vos 2 tantes, tout en associant, comme vous le disiez là à l'instant, 3 comédiennes enfin en tout cas francophones, pour prendre en charge leurs 3 récits. C'était important pour vous de les réunir sur le même plateau que leurs récits? Disons que ce qui était surtout important pour moi, c'est qu'elles soient présentes. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas que leur récit ne soit pas, séparé de leur corps, en fait. C'était voilà, de ne pas juste s'emparer je voulais elles sont à l'origine des récits et je voulais qu'elles soient aussi le point d'arrivée mais elles n'ont jamais fait de théâtre, aucune des 3. Elles n'ont aucune expérience de ça. Il y en a 2 qui parlent pas la langue et du coup, tout mon effort, ça a été d'imaginer un dispositif qui leur permet d'être le plus à l'aise possible et qui leur permet de fabriquer du théâtre et sans qu'on aille, faire, des mois de formation et surtout sans qu'elles aient à apprendre le français et du coup, l'idée du dispositif, on a beaucoup réfléchi avec Mathieu Laurie Dupuis, c'était d'imaginer qu'elle nous accueille, dans un espace qui serait chez elle, en fait du coup, il fallait un grand espace pour pouvoir accueillir, du monde et on est parti sur ce modèle des restaurants au nord de Téhéran, à Darband, qui sont des lits recouverts de tapis installés sur des petites rivières, voilà, au pied de la montagne c'est un endroit où moi j'allais quand j'étais petit, beaucoup le dimanche, enfin le vendredi, enfin les jours fériés. Du coup, la scéno est inspirée de ça quand les spectateurs, les spectatrices arrivent, on les accueille chez nous. Enfin, c'est ma mère et mes tantes qui et moi je suis là aussi, on est 4, on les accueille, chez nous, on les installe sur des petits lits et puis après comme je voulais pas que ce soit une jauge réduite, pour des raisons très pratiques, de viabilité du projet, hein, donc parce que pour Rama, par exemple, je le joue pour 80 personnes et là, j'avais envie vraiment d'ouvrir une jauge normale et du coup, il y a une partie des spectateurs qui est assis avec nous et puis le reste, s'installe dans les gradins. Donc on peut suivre le spectacle de 2 points de vue différents et ma tante, ma mère et moi, nous investissons cet espace, en temps normal, mais dans la version que vous avez vue à Beaubourg avec les restrictions sanitaires, on ne pouvait pas le faire. En temps normal, on sert des gâteaux, après on sert un petit thé, on sert des petits shots à la fin. Enfin, on bichonne nos spectateurs vraiment comme des invités, ce qui crée cette chaleur et à l'intérieur de ça, ma mère et mes tantes sont les hôtesses de cet événement, mais parfois aussi elles font un peu des petites scénettes. Je leur fais jouer des personnages dans la vie les unes des autres et puis plus on avance dans la pièce, on glisse vers une espèce d'abstraction et à un moment donné, elles font un peu de danse contemporaine. Je voulais aussi que dans ce plateau-là, elles expérimentent les divers registres de théâtre et heu et du coup, pour avoir un défi égal au défi qui leur était, demandé, j'ai décidé de chanter moi-même dans ce spectacle, alors que je suis pas du tout chanteur. Je n'ai pas l'oreille musicale, je n'ai jamais fait de musique et je me suis fait coacher par,
par Jean Furst, qui est un performeur à Bruxelles et qui est un coach merveilleux. Je me suis fait coacher de très près pour arriver à interpréter 3 chansons en azéri et voilà, du coup, je me suis mis à la même place d'amateur que ma mère et ses tantes et puis après autour, évidemment, toute l'équipe, avec laquelle je travaille, et fait que l'écran est verrouillé et solide pour qu'elle puisse évoluer au milieu de tout ça sans que du coup, elles peuvent, par exemple, si jamais elles manquent un top parce que c'est difficile de choper des mots en français ou que si elles manquent une action, ce qui n'arrive plus, hein, mais au début ça arrivait. Le récit avance coûte que coûte parce que les actrices, elles, pour le coup, elles sont extrêmement solides, ce qui fait qu'elles, elles pouvaient, vraiment être les hôtesses de la maison et puis, si elles doivent sortir à un moment ou pour X ou Y raison, elles peuvent le faire sans que ça perturbe, le déroulé du spectacle, en fait. Ah! Dağlara çem düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Dağlara çem düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Bu gala taşlı gala, cıngılı gala, Taşlı gala, korkarım yer geç gele, gözlerim yaşlı gala. Bu gala taşlı gala, cıngılı taşlı gala, korkarım yer gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Dans votre découpage de texte et dans votre mise en scène, vous avez ponctué les chapitres par 3 chansons azéries que vous prenez en charge, que vous interprétez vous-même au plateau. On vient d'entendre la troisième et dernière dans le spectacle, Boukala Dashkala d'Ahmed Kaya. J'imagine que ce sont des chansons qui ont bercé votre enfance, puisque quand vous chantez, les 3 femmes chantent aussi en chœur avec vous, elles vous accompagnent. Elles avaient quelle place, ces chansons, dans la vie des femmes de votre famille ? Bah, celle-là toute particulièrement et avec Chris aussi, enfin c'est celle qui est, la deuxième chanson de la pièce, c'est même plus que des classiques en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été chantés, mais par des centaines de personnes. C'est cette espèce de standard, qui passe de génération en génération et je saurais même pas dire qui l'a écrit, à quelle période, comment. Voilà, c'est des choses, oui, avec lesquelles moi j'ai grandi et que j'ai toujours entendu. Après, j'ai un rapport, quand j'étais petit, c'était pas des chansons que j'aimais bien parce que c'était vraiment c'était, l'azéri, c'était la comment je dirais? C'était une langue qui était un peu décriée par la culture dominante persane et en fait, du coup, genre, à la télé, on parlait le persan, à l'école, on parlait le persan et le persan était valorisé comme une langue civilisée et puis, l'azéri était un peu relégué à une espèce de patois local et voilà et moi j'étais un peu, comment je dirais? Oui, et je le considérais comme c'était la langue des vieux, c'est la langue des grands-parents, je trouvais pas ça, enfin, in quoi. Et c'est plus tard que j'ai compris quelle richesse c'était, qu'est-ce que ça représentait et la complexité de la grammaire de l'azéri et finalement la beauté de ces musiques et la portée de ces chansons. Parce qu'en fait aussi il y a une chose, c'est que les chansons azéries sont, même quand l'air est gai et joyeux, c'est des chansons qui sont assez tristes, en fait, assez mélancoliques. C'est toujours des histoires d'amour, unilatérales et des histoires de séparation et cetera et quand j'étais petit, je trouvais ça plutôt déprimant et maintenant ça me bouleverse aujourd'hui et voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je voulais absolument que les chansons soient de l'azéri et pas du persan. Par exemple, on n'entend pas Gouche dans ce spectacle-là et je suis allé vraiment chercher des chansons de notre enfance, de notre culture d'origine qui n'est pas valorisée et qui est même plutôt mise en sourdine par la culture dominante. Voilà, donc c'était par exemple ma grand-mère paternelle ne
parlait pas le persan, elle ne parlait que l'azéri et du coup, c'est comme si on allait dans l'archéologie de mon histoire, une couche plus profonde que tous les spectacles précédents parce qu'avec Bourama, mais on s'arrête au persan et puis là, je vais chercher encore plus loin et cette langue-là est beaucoup associée à ma petite enfance et puis oui, à mes grands-parents. Justement, cette question de la langue, elle est intéressante, parce qu'il y a la langue, mais il y a les langues, en fait. Vous avez grandi dans votre petite enfance dans la langue azéri et lorsque vous rentrez à l'école, vous apprenez le persan, la langue de l'école et des études, donc la langue officielle et puis vous arrivez en France et une troisième langue vient habiter et peut-être même compartimenter une partie de votre vie. D'ailleurs, dans Pour Ama, vous dites que le persan, c'est la langue de la famille et des origines et que le français est devenu la langue des ébats amoureux et d'une forme d'intimité plus libre pour vous. Et dans votre travail d'écriture, surtout, vous faites le choix du français pour partager vos récits. Là, je comprends qu'il y a une forme de synthèse ou de réparation en introduisant du coup des chansons d'Azéri. Mais comment vous expliquez la prédominance du français pour restituer les récits aussi? Le français est ma langue d'expression principale, en fait. C'est là, on revient un peu au début de notre entretien. C'est que quand je suis arrivé en France, je voulais absolument rester là et pour moi, c'était évident qu'il fallait que je maîtrise cette culture, avec excellence, en fait. Du coup, j'ai appris le français très vite parce que j'étais avide et presque boulimique de cette langue et dès que j'ai commencé à la maîtriser un peu, j'ai commencé à lire les classiques. Tous les week-ends, j'allais dans les médiathèques et je prenais tous les chanteurs français par ordre alphabétique. Je voulais vraiment rattraper le retard que je pouvais avoir sur la culture française et puis voilà et puis c'était mes années de collège, de lycée et c'est même si je lisais beaucoup en Iran déjà, je lisais des bouquins qui étaient pas de mon âge, en persan. J'ai toujours aimé ça, la littérature et voilà et du coup, je me suis, formé beaucoup avec la lecture des romans et des auteurs français, en français et je crois que voilà, j'ai pas du tout une maîtrise littéraire de l'azéri. Déjà parce qu'on ne l'écrit pas, même en Iran et puis le persan, j'ai traduit des romans et de la poésie vers le français, les œuvres de Reza Baraheni avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait plusieurs projets comme traducteur pour les metteurs en scène, qui sont Thierry Bédard et puis après Thomas Gonzalez et voilà, du coup, j'ai cette rapport très forte à la langue persane, mais je ne pourrais pas écrire en persan. Je ne pourrais pas traduire vers le persan. En revanche, j'ai toutes les nuances possibles, enfin toutes les nuances nécessaires en français pour, voilà, du coup, c'est vraiment ma langue d'expression écrite et le français. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Vous partez souvent d'une manière documentaire pour écrire vos pièces, pour la plupart autofictionnelles, disons. Qu'est-ce que le récit vient ou peut réparer des blessures du passé pour vous? Par exemple, qu'est-ce que le projet Les Forteresses a apporté aux femmes de votre famille, vous diriez? C'est une chose qu'on me dit souvent et ça me fait très plaisir quand on me parle du caractère réparateur de mes spectacles, mais c'est pas mon objectif premier en fait. C'est-à-dire que moi, je cherche d'abord le poème. Je cherche d'abord à faire de la littérature et à révéler ce que ces récits-là ont de puissant et par exemple, quand j'ai commencé à écrire pour Rama, en parallèle, je commençais une thérapie. Je pense pas que ça remplace les démarches personnelles vers la guérison de faire du théâtre, mais en tout cas, ce que ça a changé pour nous, les forteresses, c'est déjà le temps qu'on passe ensemble. En tout cas, ça ne répare jamais les moments de séparation qui nous ont éloignés, mais en tout cas, ça c'est sûr que ça rapproche ma mère et ses sœurs et puis ça me rapproche aussi d'elles et ce que ça répare aussi, c'est beaucoup chez les spectateurs. C'est tous les personnes qui viennent nous voir à la fin en disant combien elles ont été émues. Donc hier, c'était trop beau. Il y avait une dame qui nous attendait à la sortie et qui m'a dit: «Ah moi j'ai des amis qui l'ont vu à Nancy, j'ai d'autres amis qui l'ont vu à Paris et qui m'ont dit de venir et qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir vu ici». Voilà, je trouve que si ça répare quelque chose pour nous, je crois que ça répare aussi quelque chose pour les gens. Je trouve ça trop beau que de 2 villes différentes, on ait recommandé ce spectacle à une dame qui fait l'effort de nous attendre et nous dire ça et donc voilà, je me dis que c'est quelque chose, qui parle en tout cas et qui dépasse les frontières et qui dépasse nos vies et comment je dirais? Notre passé et qui parle aux gens d'aujourd'hui, sur un autre continent, dans une autre langue où ont été vécues ces histoires-là et je crois que c'est surtout ça la force du spectacle et ça, c'est pas prémédité, en fait, c'est ça. Et ce titre alors, Les Forteresses, qui vient d'ailleurs qui revient comme ça dans le texte, par petites, touches. Pourquoi l'avoir choisi? Qu'est-ce qu'il dit, du projet aussi?
J'ai longtemps hésité, en fait. Pendant longtemps, je savais pas de titre et après une fois que j'ai écrit le texte, souvent c'est une fois que le texte est établi que le titre commence à émerger. J'ai hésité entre les océans et les forteresses. Les océans parce qu'à la toute fin, dans l'épilogue, ma tante, elle dit cette phrase, elle dit, «La vie ne nous a pas permis d'être, là les unes pour les autres. C'est comme si chacune se débattait, dans un océan séparé, en fait». Voilà et du coup, ça a failli s'appeler les océans mais en fait, les forteresses, ça a une occurrence plus grande. Ça revient, plus souvent dans la pièce et j'ai mis un peu de temps à repérer ce que ça pouvait articuler. Donc il y a l'idée que dans cette chanson d'Ahmed Kaya qu'on a écoutée, s'appelle, La Forteresse. Elle parle de la chanson parle d'une forteresse qui est faite de tout petits cailloux et cette image-là de les choses insurmontables dans notre vie sont une cumulation de petits empêchements, en fait, parfois et il y a cette idée-là. Il y a l'idée de la forteresse iranienne qui est difficile à quitter. C'est un pays qui est difficile à quitter. La forteresse européenne, c'est un continent où c'est difficile d'entrer. Et puis surtout, il y a cette idée que dans forteresse, il y a forte et que c'est 3 femmes fortes. Et c'est comme si le mot, c'était un superlatif de forte, en fait, forteresse. Et aussi, il y a la forteresse intérieure. Ça, c'est ma tante Chody qui le dit. Elle dit j'aimerais tout te raconter, mais c'est impossible. Il y a des choses qui me hantent que je ne peux répéter à personne. Et elle finit par dire: «Mon cœur est une forteresse de larmes, je ne peux pas l'ouvrir». Voilà, c'est toutes ces acceptions, c'est toutes ces espèces de conjugaisons du thème de la forteresse dans la pièce qui fait que j'ai choisi ce titre-là au final. افتخار بزرگ زندگی من این که تونستم ایران را با تو خواهرت جوشا جان ترک کنم. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à quitter l'Iran avec toi et ta sœur, Gurshad. و به شما امکانات رشد کردن در یک محیط آزاد را بدهم. De vous avoir permis de grandir dans un environnement laïque. آزادی‌های لازم رو داشته باشید تا انتخاب بکنید. Que vous soyez libre de pouvoir faire vos propres choix. وقتی موفقیت‌های تو رو می‌بینم و همچنین پیشرفت‌های خواهرت رو احساس غرور به من دست میده و موفقیت‌ها همه جا رو برام نورانی میکنه. Quand je vois ta réussite et aussi celle de ta sœur, je me sens fier. Votre succès illumine tout. هر وقت نگاهتون میکنم به خودم میگم تو زندگی موفق شدم. Je vous regarde et je me dis que j'ai réussi ma vie. من فقط از طرف خودم حرف میزنم جوشا جان، میدونم احتمالاً با این تو موافق نیستی، ولی از نظر من، از نظر خودم احساس میکنم که مادر خوبی بودم. Je ne peux parler qu'en mon nom et je sais que tu seras probablement pas d'accord avec moi, Gurshad, mais de mon point de vue, j'ai été une bonne mère. و من همین احساس رو نسبت به خواهرام هم دارم. هر دوتاشون مادرای شایسته و قوی میبینم. هر دوتاشون و مادرایی که همیشه در همه تلاطم‌ها و طوفان‌های زندگی در کنار بچه‌هاشون بودن. J'ai le même sentiment de fierté par rapport à mes deux sœurs et je les vois comme des mères fortes et méritantes qui ont toujours été là pour leurs enfants contre vents et marées. به هر سه تامون افتخار میکنم. Je suis fier de nous trois. Vous reconnaissez cet extrait? Absolument, c'était l'extrait d'une des premières interviews qu'on a faites, c'était pour Aurélie Charon sur France Culture et voilà donc je traduis ce que ma maman dit. C'est l'extrait de la toute fin du spectacle. Exactement, c'est la voix de votre mère que vous doublez avec votre voix en français. C'est effectivement un des derniers textes de clôture de votre pièce Les Forteresses. C'était important de clôturer la pièce avec une note de résilience comme ça? C'était important de les entendre en tout cas à la fin. L'idée c'était après avoir traversé toute cette vie, je leur ai demandé de faire un petit bilan à la fin et qu'est-ce qu'elles feraient comme bilan si elles devaient revenir sur leur parcours et chacune parle et voilà, ça c'est le bilan que ma maman fait et puis ça me touche beaucoup et surtout qu'au moment où elle dit, heu: «Tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais de mon point de vue, j'ai été une bonne mère» et ça évidemment, ça me touche et puis ça résume un peu, ce que c'est qu'une relation entre un parent et un enfant, en fait. On a à la fois énormément de tendresse l'un pour l'autre et puis,
puis on a aussi une intransigeance, je pense, mutuelle et elle dit ça aussi parce que je parle d'elle dans Porama et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai écrit Porama, peut-être que je il y a beaucoup d'amour, hein, dans ce spectacle-là aussi et puis après il y a aussi des révélations et des choses, sans rancœur, sans règlement de compte, mais en tout cas, de manière assez, comment je dirais, pragmatique, d'exposer ce que ça a été de grandir à ses côtés, en France et et voilà et moi je oui, cette fin-là et me touche toujours beaucoup tous les soirs quand je l'entends le dire. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous voulons dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays qui ont été blessés, qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Et c'est même la condition de la société, c'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Alors, depuis 7 ans maintenant, vous avez fait le choix de quitter la France pour vivre à Bruxelles. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Bruxelles que vous ne trouvez peut-être plus en France ? À l'origine de mon départ, c'est vraiment une blessure en fait. C'était au moment de la loi sur le mariage pour tous. Je crois que la France est le seul pays où il y a eu un lever de bouclier aussi violent et sur une durée aussi longue. Et voilà, ça m'a. Je reconnaissais plus les choses, je reconnaissais plus la France que j'avais tant aimée, qui m'avait tant apporté, qui m'avait aussi tant reconnu pour ce que j'étais. Et là, d'un coup, je me sentais plus reconnu. Je me sentais plus. Oui, ça a été difficile. Après, il y a eu ce magnifique discours de Taubira qui parle à tous les jeunes gens différents et qui leur dit levez-vous et rejoignez-nous. On est là. Ça m'a bouleversé. Et en fait, il y a toujours ce double mouvement, la France. Quand elle te déçoit, il y a toujours quelqu'un, une voix qui te rattrape dedans. Et j'ai ce rapport-là un peu. Puis Bruxelles, c'est un moyen pour moi de m'extraire aussi de tout un tas de choses dans lesquelles j'étais un peu embourbé et puis de me renouveler, de prendre un peu de distance et de sortir de la routine. Et en fait, c'est au moment où j'ai déménagé que j'ai eu aussi cette liberté de pouvoir écrire les objets comme moi je les entendais, sans être soumis au jugement comment je dirais, de ses pairs. Paris, parfois, ça peut être vraiment assez dur dans le jugement et puis en fait à Bruxelles je me sentais libre, personne ne me connaissait, oui, c'était aussi un besoin de liberté, un besoin de sortir un peu de mes habitudes et voilà et ça a été très, très bénéfique pour moi et à partir du moment où j'ai commencé à un peu déployer mes ailes à Bruxelles que la France m'a rappelé très fort et je suis toujours très heureux et très, très content d'y revenir et d'y tourner mes projets. My home has no door. My home has no roof. My home has no window. It ain't waterproof. My home has no handle.
C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute. There's nothing to steal.